disponible. Voilà. Eh bien, voilà. Bonjour à tout le monde déjà. Alors, moi, je suis chargé de l'introduction. Les amis français m'ont mis au défi de réaliser l'introduction de cette séance en expliquant que ce que je dirais du territoire zéro chômeur de longue durée à des personnes qui seraient concernées par la proposition. Je veux parler des personnes durablement éloignées de l'emploi. L'idée est donc de me mettre en situation, moi personnellement, mais vous aussi, bien entendu, hein, qui participez ce matin à cette séance de travail. Comment donc en parler? Comment présenter la proposition? Comment être honnête jusqu'au bout en faisant la part de ce qui est certain et de ce qui l'est moins? Comment parler de ce que l'on sait et de ce qu'on ne sait pas? Bref, on me propose un exercice ce matin qui était salutaire dans bien d'autres circonstances, hein, suivez mon regard. Enfin bon, bref. Si j'avais à raconter les territoires zéro chômage à des personnes durablement éloignées de l'emploi, je pense d'abord que j'en parlerais moins bien qu'elles. J'en parlerai moins bien qu'elles, et elles en parleraient donc bien mieux que moi, parce que les personnes durablement éloignées de l'emploi sont aussi, je pense, des personnes durablement rapprochées de leur territoire. Et c'est un territoire qui n'est pas fait que d'immeubles, de rues, de places publiques, d'institutions locales. C'est pas non plus, je dirais, qu'un territoire de voisinage ou de rencontre. C'est un territoire d'administration, d'attente, de papier, de fractures, de droits, de non-droits, de contraintes. Ce qui est une façon pour moi de dire que ce territoire, c'est pas seulement de l'espace, mais je pense que c'est surtout et aussi du temps. Du temps qu'on passe, du temps qui passe sans doute en trop et qui vous passe souvent dessus aussi. Et c'est donc à partir de ça, à partir de cette idée du temps, que je tenterai d'expliquer ce que sont ces territoires zéro chômage. Et c'est à partir de ce qu'on a envie de faire de ce temps, de ce qu'on en a fait déjà, de comment on imagine qu'il va passer bientôt, que j'expliquerai comment on pourrait peut-être s'en emparer pour qu'il ne passe pas de travers ou qu'il n'y passe pas au travers de la gorge. Les territoires zéro chômage, on le sait bien, hein, c'est la rencontre entre les besoins d'un territoire et les désirs, les souhaits, les compétences de ses habitants qui se trouvaient très éloignés de l'emploi depuis un certain temps, pour ne pas dire depuis un temps qui est devenu lui-même un temps incertain. Personne n'imagine que c'est facile, que c'est simple de mixer ça, hein, les besoins d'un territoire et les désirs, les souhaits, les compétences des personnes. On peut aller alors au plus simple, hein, que ce soit du point de vue des territoires ou bien des personnes, on peut aller vers ce qui est plus facile, c'est-à-dire vers ce que l'on a déjà fait ou vers ce que l'on sait faire. Hélas, aujourd'hui, je dirais qu'il n'est pas tout à fait certain qu'on ait encore besoin de ce qu'on a déjà fait ni que l'on sait que ce qu'on sait faire est encore souhaitable. C'est pour ça, je pense qu'il ne sert pas à grand-chose de repartir des raisons pour lesquelles on n'a pas trouvé de boulot, qu'on n'a pas retrouvé de travail. Ça, on peut le laisser derrière. La question est moins de s'insérer dans une filière aujourd'hui que d'en construire une. Et donc, ce que l'on cherche, ce qu'on voudrait faire ensemble, c'est ce qu'on voudrait faire ensemble, mais pas seulement pour qu'on soit content de nous, entre le territoire et les personnes éloignées de l'emploi, car le territoire zéro chômage, ce n'est pas une entreprise qui chercherait ses employés ou ses ouvriers, mais c'est un coin de planète, ce territoire dont on parle. C'est un coin de planète qui cherche un futur commun où des pratiques solidaires peuvent s'exercer, où la démocratie au travail est effective et où les ressources sociales et environnementales sont préservées. Et si en faisant ça, on parvient en plus à vivre d'un travail qui ne déshonore pas et qui offre des perspectives en matière de droit et de reconnexion sociale, alors oui, tout ça, ça a vraiment tout son sens de s'intéresser à un tel projet et de venir à la prochaine réunion où nous parlerons de tout ça, du territoire, du temps, du travail, de l'emploi. Voilà, c'est un peu ce que je raconterai dans l'ordre et dans le désordre. Et en vous disant ça, et pour terminer, je suis tout à fait conscient que je n'ai pas complètement rempli mon contrat et que je n'ai pas répondu tout à fait aux défis des amis français. J'ai expliqué les bonnes raisons que je me donnerais à moi, hein, pour aller à la rencontre des personnes durablement éloignées de l'emploi, mais je n'ai pas expliqué concrètement comment je ferais, hein, surtout dans un moment comme celui-ci où la proposition des territoires zéro chômage n'est pas encore assurée en région Bruxelles-Capitale, ni en Wallonie d'ailleurs. Mais ça, si je ne le fais pas, c'est simplement parce que j'ai pas envie, je suis complètement capable de le faire, c'est simplement parce que j'ai pas envie de brûler la politesse à nos amis français. Je leur passe donc le relais, hein, à elles et à eux qui, pour nous expliquer, non pas comment
ils feraient, mais comment elles et ils ont déjà fait. Donc, je pense qu'on va partir là pour 2 heures de description passionnante de comment effectivement on va à la rencontre des uns et des autres. Je souhaite que notre réunion soit prospère et féconde. Une belle réunion à tout le monde. Merci Paul. Ben, j'enchaîne directement. Alors, je vais vous présenter à la fois les intervenants et le programme. Du coup, pour parler de cette question avec nous, Julien Charles du CESEP, Paul Herman, du coup, qui vient de faire l'introduction, et moi-même, on s'est dirigé vers des membres du comité local pour l'emploi et de l'entreprise à but d'emploi La Fabrique de Colombey-les-Belles. Et du coup, on a la chance aujourd'hui d'avoir Gérard Horry, Jean-Claude Barbier et Jean-Michel Libion, qui sont tous les trois salariés à La Fabrique, donc à l'entreprise à but d'emploi La Fabrique, et qui sont aussi membres d'une association qui s'appelle les Tailleurs de Boulot. J'espère qu'ils pourront dire un mot parce que c'est une association qui fait un travail très intéressant. Euh, alors, il y a aussi Charline Glaudel et Aurélie Matelin qui, elles, travaillent pour le comité local pour l'emploi. Donc, on a aussi du coup des personnes qui ont été salariées sur ce territoire-là pour activement travailler dans le comité local pour l'emploi et faire ce travail de mobilisation des personnes privées durablement d'emploi. Et puis, Denis Cordonnier, qui est président du conseil d'administration de l'entreprise à but d'emploi La Fabrique. Alors, je suis désolé parce que quand j'ai envoyé le mail d'invitation, je me rends compte que je me suis trompé un petit peu. J'avais pas mis les noms de tout le monde en allant un peu trop vite. Et je m'étais trompé. J'avais mis qu'Aurélie travaillait à l'EBE et pas au CLE. Et en fait, c'est intéressant parce que de fait, je pense qu'elles pourront l'expliquer, mais la, la répartition du travail est plus complexe que ça. Et je vais pas en dire plus, je le laisserai expliquer cette histoire-là. Et alors, le programme, on a prévu que la présentation se ferait jusque 10h15, ce qui nous laisserait encore 3 quarts d'heure d'échange. Mais même durant la présentation, il y a la place pour des échanges. Il est prévu que après que les intervenants aient présenté un point, il y ait la place pour une petite discussion. Euh, et du coup, voilà, je vais laisser la parole à Denis pour qu'il fasse ici son introduction. Oui, je poursuis avec quelques mots introductifs. Merci Paul et Antoine pour votre introduction. Paul, vous nous invitez vraiment à inventer. Et donc cette rencontre, il faut qu'elle soit sous ce signe-là. Notre expérience réelle et de terrain ne peut pas devenir une recette de cuisine. C'est très important, il faut inventer tout le temps. Je fais néanmoins une toute petite remarque qui va presque dans le sens contraire. Je me permets, pardon, parce qu'on va parler directement aujourd'hui, y compris sur nous-mêmes et sur nos autocritiques autant que sur nos satisfactions. Et moi, si je parlais du projet, Paul, je ne dirais pas zéro chômage, je dirais zéro chômeur. Surtout quand on sait que pour plein d'économistes, zéro chômage, c'est, paraît-il, un chômage incompressible avec plein de chômeurs. Alors, ces mots-là ne sont pas tout à fait anodins. Pardon pour cette petite réaction, c'est pour dire que dans tous les sens, on peut se dire les choses aujourd'hui avec beaucoup de fraternité, mais aussi d'exigence et puis de réflexion commune parce qu'on n'a pas les solutions clés en main. Peut-être pour tout petit peu se présenter, parce que nous, de Colombey-les-Belles, on est intéressé de savoir un tout petit peu qui vous êtes. On ne va pas faire un tour de table, on est 45 autour de la table. Et donc, ça tient sur 2 écrans. Donc, quand on veut voir tout le monde, il faut naviguer d'un écran sur l'autre. Mais est-ce que, juste une question, il suffit de lever la main, que ce soit par la main jaune du petit item réaction ou que ce soit en levant la main comme ça, est-ce que peuvent lever la main ceux qui eux-mêmes ou quelqu'un qui leur est très proche, je veux dire, c'est un enfant, un conjoint, une conjointe, un parent très proche, qui connaissent ou qui ont connu la privation durable d'emploi. La privation durable, c'est un temps suffisamment long pour qu'on soit complètement découragé et que le regard des autres pèse.
Qui a vécu ça lui-même ou dans ses très proches, ou aujourd'hui, ou dans le passé? Et si vous pouvez juste comme ça lever la main, tous ceux qui ont vécu ça déjà, ou leurs proches. Et puis chacun peut naviguer entre les deux écrans pour voir à peu près combien ça fait, quoi. Ceux qui n'ont pas la photo, vous pouvez lever la main jaune dans ce cas. Voilà, merci beaucoup. Et autre question, un peu différente. Qui, dans le cadre de son travail, puisque vous êtes tous à des titres notamment professionnels, parfois militants, là autour de la table, qui, dans son travail, rencontre pratiquement tous les jours, donc ce n'est pas le cas de tous les emplois, il n'y a pas de jugement de valeur, mais rencontre à peu près tous les jours des personnes privées d'emploi dans son travail aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Et peut-être si une ou deux personnes pouvaient nous partager, je vais poser deux questions, donc c'est comment dire, nous dire en quelques mots, en 15 secondes hein, peut-être. Les deux questions, c'est pourquoi, la première, pourquoi c'est si important, à vos yeux, dans votre expérience, que les personnes privées d'emploi soient associées dès le début. Et la seconde question, donc, qui va être le sujet d'aujourd'hui, mais qu'on va juste effleurer au démarrage, là, c'est comment on fait pour ça? Un levier prioritaire de comment on fait. Donc, je ne vous demande pas une leçon de cours, hein, une question de cours. À partir de ce que vous vivez dans vos engagements professionnels ou autres, pourquoi c'est important que les personnes privées d'emploi soient associées? Qui a envie de répondre en 15 secondes là-dessus? Une ou deux personnes parmi les 47 autour de la table. Allez-y, Tatiana. Ouais. Je crois que c'est une forme d'empouvoirment pour ces personnes. Ça veut dire quoi, une forme d'empowerment? C'est comme l'empouvoirment pour les femmes, c'est leur donner les capacités, enfin, donner les possibilités de construire eux-mêmes leur avenir et pas le faire pour eux. Et donc, si on leur donne cette possibilité-là, ils vont gagner en autonomie et c'est aussi une façon pour eux de se revaloriser. Parce que souvent, je pense que les personnes qui sont en chômage, malheureusement, ont une pauvre image d'elles-mêmes. Merci, merci. Vous pouvez lire aussi, en tout cas ceux qui ont accès dans l'espace discussion, Lionel écrit « Valoriser ces personnes ». Samuel écrit Podcast France. Non, c'était un peu autre chose, je pense. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut répondre oralement? Pourquoi c'est important à ses yeux? Quelqu'un souhaite prendre la parole directement? Quelques mots, hein, comme Tatiana a fait. Moi, je veux bien. Oui, merci, Laurence. Mais il me semble qu'en fait, cette expérience, c'est soit une expérience qui va créer de la liberté, soit de l'expérience qui va créer de l'enrôlement dans le monde du travail. Et donc, c'est un élément essentiel que les personnes qui vont participer à l'expérience soient partie prenante dès le début. Et on voit bien qu'il y a différents types de philosophie derrière ce projet. Et si le projet, c'est absolument de remettre des personnes au travail, mais sans qu'elles soient partie prenante, on n'est pas dans une expérience qui va apporter de la créativité sociale, une meilleure inclusion, etc. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est de les inclure dans le projet dès le départ. Ok, merci Laurence. On comprend enjeu, liberté ou enrôlement. Voilà. Et donc, participer dès le début, ça joue sur cet enjeu. Je pense qu'il y aura des échos de la part de Colombet tout à l'heure à cette réflexion. D'autres questions sur le comment. Comment faire, pareil en 15 secondes, hein, une ou deux personnes, deux, trois personnes, comment faire pour être associé côte à côte dès le début du projet, personnes privées d'emploi et les autres? Et donc, la question que je vous pose, ce n'est pas forcément pour ce projet, mais dans d'autres projets que vous avez vécus, quel est le levier pour vous, s'il fallait en citer qu'un, qui aide à éclairer le comment faire, le comment, pour être ensemble côte à côte, dès l'amont du projet? Qui veut apporter son éclairage?
Thierry? Oui, non? Pardon, j'ai vu l'écran qui s'allumait. Moi, je veux bien. Et puis ensuite, Noélie. Oui, allez-y. Moi, je pense qu'il faut leur donner vraiment le vrai pouvoir de décision, pas celui qui est tu as le choix entre le travail A et le travail B, mais pas le travail C, mais le vrai pouvoir de décision dès le départ. Être dans la co-décision ou dans la co-construction réelle de tout ce qui les concerneront et pas juste dans le fait de choisir entre A dans une liste fermée, imposée par d'autres. D'accord. Décider ensemble, co-décision. Merci Didier. C'était Noélie aussi, je crois, qui voulait prendre la parole. Oui, moi, je crois qu'il faut reconstruire d'abord ces personnes qui sont au chômage, parce que pour qu'elles le soient, il y a eu déjà tout un chemin où sûrement qu'elles ont subi des discriminations, enfin, des jugements et tout ça. Donc, je me dis, on ne peut pas être avec quelqu'un si lui-même, on ne peut pas le reconstruire d'abord et faire confiance à toutes les structures aussi, parce qu'il y a une perte de confiance vis-à-vis des administrations, vis-à-vis des pouvoirs et tout. Et alors, je crois que c'est ensemble qu'on peut le faire. Et évidemment, c'est d'abord les respecter, eux, dans leur intégrité, dans leur choix, et pas leur dire peut-être ah ben non, ça va pas, parce qu'on a peut-être une projection sur quelqu'un et la personne a tout à fait envie d'autre chose. Donc moi, je dirais d'abord leur donner la confiance en eux, l'estime d'eux, et alors le respect aussi de leur choix et de leur désir finalement dans la construction. Parce que D'accord. chacun va avoir un parcours différent dans sa construction aussi. Merci Noélie. Comment, avec la confiance, recréer de la confiance, créer de la confiance, créer du respect. Un troisième peut-être encore a envie de prendre la parole sur le comment. Comment être ensemble, s'associer dès le début. Maïté? On n'entend pas. C'est comme s'il n'y avait pas de micro, Maïté. En tout cas, moi, j'entends pas. Est-ce que d'autres entendent? Non, personne n'entend, Maïté. Le micro de Maïté est branché, donc je pense que c'est elle sur son ordinateur, peut-être débrancher le casque. Oui, Maïté, il faut peut-être enlever le casque. Débranchez carrément le casque, Maïté. Non, retirez. Non, pas seulement vos oreilles, mais le câble. Non. Non, je suis désolé, Maïté, on ne vous entend pas. Il y a que Faudra vous exprimer par écrit. Mettez un petit tchatch. Oui. Voilà, on peut lire aussi Eric, respecter le rythme des personnes. On peut lire Catherine, travaille sur la confiance en soi, l'estime de soi, afin que la personne s'autorise à nouveau à rêver et réaliser leur envie de réaliser un projet professionnel. Voilà, c'est bien pour ce premier petit tour. Et je propose maintenant qu'on aborde en fait en trois parties, enfin en trois mots. La première partie, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 10h15, ou 10h20 ou 10h25, mais pas plus. Ce sera déjà un peu interactif, cette première partie. Mais ensuite, le seul programme à partir de 10h20, 10h25, ce sera l'interaction à partir de vos réflexions, vos remarques, vos questions, vos suggestions. Voilà les trois thèmes de cette première partie pendant une petite heure. Le premier, c'est contacter, c'est-à-dire pourquoi ou surtout comment se contacter entre acteurs privés d'emploi et les autres, dès l'amont. Le deuxième, c'est comment se réunir, comment être en relation. Donc, c'est cultiver les liens, on pourrait dire. C'est la deuxième partie. Et la troisième, c'est comment co-construire. Co-construire, le cas échéant, si on suit ce que disait Didier, jusqu'à co-décider. Donc, sur ces trois mots-là, on va les prendre successivement, contacter, réunir, être en lien et co-construire. À chaque fois, on va vous introduire quelques exemples, sans refaire bien sûr, tout l'historique que vous connaissez en très grande partie, hein, ou toute la réalité de Territoire Zéro Chômeur en France. Sauf peut-être sur juste ce rappel, mais Antoine l'a déjà dit, c'est très important de distinguer
et d'avoir conjointement, à nos yeux, le comité local pour l'emploi, le CLE, qui a une responsabilité territoriale de gouvernance d'un projet territorial, et l'EBE, l'entreprise à but d'emploi, la fabrique chez nous, qui est un outil privilégié, un employeur qui crée des emplois et qui rend possible l'accès à l'emploi par des personnes qui en étaient privées depuis longtemps. Voilà, à ceci s'ajoute, c'est des dimensions que vous verrez aussi dans nos exemples, l'importance pour nous d'avoir l'association Les Tailleurs de Boulot créée par les privés d'emploi du territoire, l'importance pour nous d'avoir une dimension nationale, c'est-à-dire des liens avec d'autres territoires en France qui expérimentent la même aventure. Donc sur ce premier mot, contacter, on va passer à peu près un quart d'heure, c'est-à-dire quelques exemples, la moitié de ce quart d'heure, qui vont venir de Colombais, quelques illustrations, quelques réflexions, et puis tout de suite, des réactions de votre part pour ce premier quart d'heure, contacter. Donc à Colombais, ils sont regroupés, donc moi je suis à un autre endroit, Aurélie, Charline, Gérard, Jean-Michel, Jean-Claude, sur contacter, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage? C'est à moi d'intervenir. Bonjour, je suis Jean-Michel, donc de Territoire Zéro Chômeur en Pays de Colombais. On avait noté une expérience qu'on a partagée ici sur le territoire en 2016. En fait, en 2016, l'entreprise à but d'emploi La Fabrique s'était constituée en association au mois de juin. Et les Tailleurs de Boulot, donc l'association qui représentait déjà au sein du projet les personnes privées d'emploi, avait été sollicitée car l'entreprise à but d'emploi souhaitait nous réunir, c'est-à-dire tous les acteurs du territoire, pour commencer à voir ensemble ce qu'on allait pouvoir mettre en place comme activité et puis dimensionner l'entreprise, on va dire, pour son démarrage. Et les tailleurs de boulot donc, ont été invités à contacter toutes les personnes privées d'emploi qui avaient déjà été vues et qui nous avaient laissé leurs coordonnées pour les inviter à participer à 2 journées qui avaient lieu en août et en septembre. Et ce que je vous raconte comme anecdote, c'est qu'on s'était réparti un nombre de futurs éventuels collègues d'à peu près 20-25 personnes. Et on se voyait ou on s'appelait tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et comme il y avait des personnes qui ne répondaient pas aux messages qu'on leur laissait ou qu'on n'arrivait pas à joindre, on a échangé les numéros sur lesquels on n'avait pas de réponse. Et du coup, il y a des personnes qui sont revenues vers nous parce que c'était une autre personne, c'était peut-être mieux présenté ou différemment, ou ça me convenait mieux, ou ça tombait dans le matin où vous avez appelé, c'était mieux, parce que 3 jours avant, j'étais préoccupé, etc. Donc voilà, le petit retour d'expérience, en fait, c'est qu'on se partageait, non pas les personnes, hein, mais on se partageait le travail et on essayait de ne pas figer sur des échecs, mais de se dire, entre toi, Chantal et moi, Jean-Mi, on échange nos listes d'échecs, on va dire, pour voir si nos futurs éventuels collègues réagiraient mieux à une personne féminine ou masculine ou plus ou moins âgée qui s'exprime différemment, etc. Voilà. Tout tenter, en fait. On essaye tout. Voilà. Pas très gentil pour Chantal. Merci Jean-Michel. Tout tenter avec différents moyens et on voit là la prise de contact par des privés d'emploi vers des privés d'emploi. Est-ce qu'il y a un autre exemple de Colombais que l'un ou l'autre veut nous donner tout de suite sur contacter, c'est-à-dire plutôt l'amont du fait de s'associer? Oui, alors c'est Gérard. On a pu observer dans l'histoire dans notre histoire, qu'un certain nombre de personnes avaient été attentives à la condition de leur voisin, d'une personne un peu plus éloignée peut-être, et avaient permis de les faire entrer à la fabrique. Donc c'est le bouche à oreille, c'est l'attention de chacun.
Et Gérard, est-ce que tu peux nous dire si le bouche à oreille, entre guillemets, s'organise, s'il est complètement spontané, si c'est un peu entre les deux, enfin, comment on fait fonctionner un bouche à oreille sur un tel sujet? Disons que chez nous, il a été un peu spontané chez quelques-uns et inexistant chez d'autres. Ça dépend du niveau d'attention de chacun. On peut être très attentif à sa condition, être complètement préoccupé, et puis ne pas regarder autour de nous. Mais ça, c'est la nature de chacun qui fait que. Après, on peut être dans une situation très difficile et être sensible et attentif à l'autre. Donc, ce qui s'est fait sur notre territoire, c'est la spontanéité de quelques-uns, simplement. Et puis, voilà, on n'a pas organisé, on n'a pas forcé les choses. Bonjour, Jean-Claude, La Fabrique, à Colombais. Pour compléter ce que dit Gérard, je pense que c'est plus… Enfin, ça dépend beaucoup de l'implication que les gens avaient à l'intérieur du projet pour effectivement transmettre le message aux gens qui ne connaissaient pas le projet ou aux gens qui étaient en privation d'emploi et de les faire rencontrer toute l'équipe pour éventuellement intégrer la fabrique. Je pense que c'était, enfin, en plus de la motivation de chacun, plus une implication dans le projet plutôt qu'une sensibilité individuelle quelconque. Alors, on peut rajouter aussi, que l'équipe projet, l'équipe de techniciens, on va dire, du comité local pour l'emploi. Donc c'est Aurélie qui parle. Ah oui, pardon, Aurélie. Organise en fait, alors là on est en période Covid et crise un peu avec des contraintes sanitaires un peu particulières, mais depuis le démarrage du projet, il y a eu des rencontres en fait dans chaque commune du territoire. Donc la communauté de communes est composée de 38 communes et le rôle de l'équipe projet pour assurer en fait les moyens de l'exhaustivité, c'est-à-dire d'aller atteindre toutes les personnes concernées par le projet pour qu'elles puissent s'en saisir. On effectue en fait une rencontre par mois dans les communes où en amont on rencontre le conseil municipal qui sont des relais sur les communes et des personnes connues et qui connaissent aussi leurs voisins, les habitants, pour relayer l'information que l'équipe présentera le projet dans la salle polyvalente, dans la salle de réunion de la mairie au plus proche des habitants, pour expliquer le projet et permettre aux personnes de le connaître, voire de s'en saisir et d'avoir un premier contact avec l'expérimentation. Et en amont de cette rencontre-là, on effectue aussi du porte-à-porte auprès de chaque habitant de la commune une semaine avant pour les contacter, leur présenter le projet, leur dire que chacun peut participer à l'expérimentation, qu'il soit privé d'emploi ou non. Quand on est habitant, on peut être bénévole dans ce projet, on peut être client de la recyclerie, on peut avoir des idées de travaux utiles ou de besoins non satisfaits. Bref, chaque habitant du territoire est concerné par l'expérimentation et peut aussi relayer l'information pour les personnes les plus éloignées de l'emploi et surtout ceux qui n'y croient plus. Voilà. On avait aussi envoyé pour contacter un courrier à toutes les personnes avec Pôle emploi, avec la mission locale et le département pour les assistants sociaux. Et on voit bien que le retour courrier a un impact moindre que le bouche à oreille, comme le disaient Gérard et Jean-Claude. Le fait qu'une personne qu'on connaît de confiance nous parle du projet et nous laisse la possibilité de s'y investir, de le saisir ou non, et surtout au bon moment pour la personne. Donc le porte-à-porte aussi est le relais auprès de chacun qui peut être ambassadeur du projet pour les personnes les plus les privées d'emploi. Voilà. L'idée, c'est de diffuser et d'infuser sur le territoire le fait qu'à partir du moment où on est éligible au projet, on peut s'y présenter.
Merci Aurélie pour ce que tu nous dis sur avant toute rencontre, le porte-à-porte, le contact individuel plutôt que le courrier, le contact vers chacun qui lui-même peut être invitant et pas seulement invité, mais dans le temps de la rencontre locale, puisque dans notre territoire, c'est 38 petites communes. Aurélie, qu'est-ce qui serait un facteur de contact positif et de se mettre côte à côte positivement dans la manière de la rencontre elle-même, la rencontre dans tel ou tel village? Aurélie? Je me permets de vous demander si vous plaît bien de vous déplacer un peu sur votre gauche, comme ça on vous verra, parce que là vous êtes hors du cadre. Sur votre droite, ouais, super. Aurélie, dans le temps de la rencontre, je ne parle pas de l'amont, qu'est-ce qui est un facteur de réussite, d'après toi, pour que le contact, pour que la mayonnaise prenne en termes de contact? C'est déjà soigner l'accueil, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un temps où on partage un café, où on prend le temps de se poser, de se rencontrer. On observe aussi que quand on est sur une commune, parfois les personnes ne viennent pas au temps d'échange qui se passe dans leur commune, mais préfèrent attendre de venir dans une autre commune par peur de rencontrer leurs voisins, vous voyez. Donc, c'est important d'avoir une rencontre comme ça, un rythme de rencontre, et en se disant, si ce n'est pas là, ce sera le mois prochain ou celui d'après, de pouvoir offrir toutes les possibilités à la personne de venir quand elle le sent au bon moment pour elle et quand elle est dans de bonnes conditions pour elle. C'est ce que disait aussi Jean-Michel, la voix peut être différente, la façon de présenter peut être différente. Le fait que ce soit mon voisin qui m'en parle, ou le maire dans lequel j'ai confiance, ou un ami qui est déjà salarié de l'entreprise qui m'en parle, on a tout gagné, quoi. Cette relation de confiance et de reconnaissance est super importante. Merci Aurélie. Oui. L'échange entre les deux. Est-ce que du point de vue de Colombais, on en reste là et on donne la parole au groupe, ou il y a encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Ouais, Charline veut bien rajouter quelque chose. Est-ce que tu viens de dire un truc? Oui, bonjour à tous. Moi, je disais qu'il y a aussi l'interaction lors de ces échanges du coup dans les communes, l'interaction entre demandeurs d'emploi, parce que voilà, ils sont au même niveau, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de choses comme ça, donc ça libère un petit peu plus les chakras. On n'arrive plus à se parler facilement, et voilà, donc il faut vraiment les mettre à l'aise et que eux entre eux puissent pouvoir échanger pour une bonne cohésion par la suite. Et moi, je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est sur le partenariat prescripteur qui est quand même très important aussi pour contacter les gens. Et là, on l'a ressenti d'autant plus avec la situation sanitaire actuelle. Comme il n'y a plus les rencontres dans ces communes, justement, on rencontre les gens en individuel, donc par soit en rendez-vous sur place au comité local, mais en respectant les gestes barrières, ou alors par moyen de visio. Donc, ça, c'est pas le même lien et ça, c'est pas la meilleure solution. La plus adaptée, mais c'est ce qu'on a trouvé en ce moment. Donc, tous les mois, on envoie un mail à nos prescripteurs institutionnels pour, du coup, qu'eux continuent d'échanger avec les personnes qui reçoivent sur le projet, sur qu'est-ce que l'expérimentation. Et derrière, ils donnent notre contact aux demandeurs d'emploi et les demandeurs d'emploi prennent bien eux-mêmes contact avec nous. Ils ne sont pas forcés par le prescripteur institutionnel. C'est vraiment une démarche qu'il faut qu'ils viennent d'elles-mêmes. Ils sont volontaires. Suite à ça, on les rencontre, nous, au comité local et on leur explique vraiment le projet. Donc, vraiment comme ça se passerait dans les villages, mais en individuel. Donc là, manque effectivement d'interaction que je crois que tout le monde a hâte de retrouver dans les prochains mois. Voilà, donc vraiment créer les conditions d'un contact en tendant la perche, mais jamais forcer. Ce n'est pas un projet de mise à l'emploi, un projet d'opportunité de saisir les emplois qui se créent. Merci beaucoup, Charline. Est-ce que, venant de vous tous de Belgique, là, de Bruxelles, et plus large un peu, est-ce que vous avez des questions, des réflexions, des remarques ou des apports sur, on reste bien là sur le contact initial. Et puis, dans 3-4 minutes, 5 minutes, on va passer sur la création de relations, de liens,
dans le cadre du projet et avant de faire la co-décision ou la co-construction. Mais sur ce contact initial, est-ce que tel ou tel veut apporter quelque chose, ou questionner, ou réfléchir à voix haute? La parole est à vous, amis belges ou amis de Belgique. Maïté, je suis désolé, on n'entend toujours rien. Hein. La censure est forte, hein, je vois. En revanche, Maïté, ah oui, là, votre micro est bloqué, mais ça marchait quand même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre si ça ne marche pas avec Maïté? Alors, pour répondre à Oriane, peut-être. Oriane pose la question, oui, est-ce que Pôle emploi joue un rôle dans cette phase de contact initial? Oui. Pôle emploi joue un rôle. Pôle emploi est partenaire du comité local pour l'emploi et c'est un partenaire important dans le cadre de l'expérimentation. Et pour reprendre aussi la remarque de Samuel, en effet, c'est très important, mais on aura une anecdote là-dessus sur l'aspect rencontre qui est intéressante. Pour en effet, on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec la mission locale, avec les assistants sociaux du département donc, qui accompagnent les bénéficiaires du RSA en France. Et puis, on travaille aussi avec le Secours catholique, avec Famille Rurale, une association qui intervient sur le territoire, qui va porter un centre social bientôt. Donc, on a des relais et c'est très important que chacun participe à ce relais. Voilà, c'est vraiment cette infusion. Et avec Pôle emploi, pour l'anecdote sur le contact, on a écrit ensemble un courrier avec Pôle emploi. C'est-à-dire que Pôle emploi s'est mis à notre disposition, on va dire, pour être soucieux du courrier envoyé aux personnes inscrites à Pôle emploi sur le territoire. En rédigeant un courrier, mettant en avant le territoire, mettant en avant le côté volontaire et l'expérimentation qui s'engageait pour eux dans leur commune. Voilà. Voilà, merci Aurélie. Autre réaction de la part de vous, amis de Belgique? Pourrions-nous obtenir ce courrier de Banque Belgique? Il faut l'inventer, Maïté, il faut l'inventer chez vous. Oui, excusez-moi, je suis Elena. Oui, Elena, allez-y. Je suis une collègue de Maïté et je reçois des ondes de Maïté, je sais plus ou moins ce qu'elle veut dire, je pense quand même. Non, alors tout d'abord, moi et Maïté, nous sommes, et d'ailleurs Didier aussi, qui a écrit dans la chat et qui est intervenu avant, nous travaillons chez Actiris, qui est le service public de l'emploi de la région de Bruxelles. Gaëtan van Lokeren, donc chez nous, il y a une personne qui a lancé la réflexion autour au niveau institutionnel, la réflexion autour des territoires zéro chômeur de longue durée à Bruxelles. Donc, c'est lui qui gère le projet, le grand projet chez Actiris. D'ailleurs, on nous a demandé de l'excuser, il ne pouvait pas être là à cette réunion. Nous l'aidons, nous le soutenons, disons, dans l'équipe projet. Et nous sommes justement dans la direction, nous travaillons dans la direction chercheurs d'emploi, qui est la direction au sein de laquelle on fait l'information, l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Donc, il y a le plan d'action individuel pour les chercheurs d'emploi. Il y a des conseillers emploi référents qui suivent les personnes pendant une certaine période dans leur trajet vers l'emploi. C'est pour ça que Maïté a levé la main quand vous avez demandé qui rencontre les chercheurs d'emploi jour à jour. Et ben voilà. Donc, je pense que c'est évident qu'il doit y avoir ce partenariat avec les institutions, parce que au moins pour les personnes qui sont connues à l'institution, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les personnes privées durablement d'emploi sont aussi inscrites auprès de l'institution. Donc, Actiris, c'est l'équivalent du pôle emploi pour la région de Bruxelles.
pas toutes les personnes sont inscrites, mais en effet, quand j'entends les liens qu'il y a, je ne peux que confirmer que pour nous aussi, c'est évident que ce lien doit exister et que ça doit être un lien. Quand j'entends, voilà, on a travaillé ensemble à un courrier qui soit parlant pour ce public, ben oui, allez, pour nous, allez, nous appuyons sans doute ces genres de démarches. En plus, évidemment, les liens et la bonne information aux conseillers emploi qui suivent et rencontrent jour à jour le public. Et Actiris a plus ou moins 200 partenaires sur le territoire bruxellois, donc l'information et le relais vers aussi tous ces partenaires. Voilà, merci beaucoup, Elena. On va bientôt passer à la deuxième petite partie là, pour bien garder les 40 minutes de la fin. Juste, moi, je retiens tout cet échange quand même l'importance du contact individualisé, c'est-à-dire rassurant, mais aussi du contact collectif, c'est-à-dire peut-être déculpabilisant, et en permettant à tout moment que la personne privée d'emploi puisse avoir la main. Hein, jamais être mise dans un moule, mais toujours puisse avoir la main, et notamment notre posture par rapport aux autres institutions, permettent ça. Et par rapport à la question, est-ce qu'on peut avoir le courrier, est-ce que vous pouvez avoir le courrier qu'on a établi avec Pôle emploi, si jamais Aurélie tu transmettais quelque chose, ce serait intéressant de montrer les différents courriers, c'est-à-dire notre premier brouillon qui n'était pas au point, et puis les modifications en cours de route, parce que je pense qu'on apprend encore plus des modifications de ce courrier qui ont été faites par des privés d'emploi, par Pôle emploi et par le CLE, que le résultat du courrier, où Aurélie a bien dit, mais ça... Faites la démarche vous-même. Enfin, les deux ne sont pas incompatibles, mais c'est de chercher ensemble le courrier qui est vraiment important. Mais peut-être un dernier point encore, il y a André qui pose la question, comment contacter les gens hors institution? Alors peut-être les privés d'emploi qui sont complètement coupés, ou le militant de son quartier qui n'est pas dans une institution. Peut-être un petit regard de Colombet là-dessus, comment toucher des gens hors institution? Alors, juste pour répondre au courrier, je regardais Jean-Michel en rigolant parce qu'on a beaucoup travaillé et du coup l'apport des chômeurs, des chercheurs d'emploi était fort intéressant pour rédiger ce courrier. Ce n'était pas deux institutions qui se rencontraient ou deux techniciens, mais pour le coup l'apport des chercheurs d'emploi était indispensable. Mais on pourra reprendre contact, Maïté, sans souci. Sur l'atteinte de l'exhaustivité et comment on fait pour les personnes en dehors de tout radar, c'est le bouche à oreille vraiment, nous, qui est un levier important. Et ce bouche à oreille, surtout entre pairs, c'est-à-dire soit les salariés actuels des entreprises à but d'emploi qui peuvent parler de ce projet et du fonctionnement et de se dire non, ça existe vraiment, c'est vraiment du réel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on les contacte, quand on envoie le courrier, quand on présente le projet, ils n'y croient pas. Potentiellement, ils n'y croient pas. Alors que quand quelqu'un raconte son expérience, d'une personne qui avait passé plus ou moins par les mêmes situations, ça fonctionne. Et Gérard le disait tout à l'heure, le bouche à oreille, c'est notre moyen fort pour mobiliser et rencontrer les personnes qui sont en radar. On a eu des situations, des exemples très concrets de personnes plus inscrites à Pôle emploi, qui n'a jamais voulu demander aucune aide et donc qui vivait vraiment hors radar. Voilà. Et qui a pu intégrer la fabrique grâce au lien qui a été fait avec ses salariés, mais ces salariés qui sont aussi ses voisins dans la commune. Voilà. C'est un projet vraiment de territoire et ça
d'où l'intérêt de travailler au plus fin d'un territoire. Je ne sais pas si je réponds à André. André, ça Ok, va? un grand merci, très bien. Ouais. Ouais. Je propose qu'on passe à la deuxième petite partie de cette première grande partie, donc réunir. Réunir, c'est-à-dire cultiver les relations entre privé d'emploi et tous les autres. Quelles illustrations, quels enseignements positifs ou comme axe de progrès on retient de notre aventure à Colombey? Aurélie, Charline, Gérard, Jean-Claude, Jean-Michel? Réunir, entrer en relation, cultiver la relation. Alors, on va retourner en 2016 de nouveau, avant qu'on puisse mettre en œuvre l'application de la loi qui a été votée en fin d'année. On a été invité par nos élus, nous, privés d'emploi, représentés par l'association Les Tailleurs de Boulot, à aller présenter le projet Territoire zéro chômeur de longue durée dans les conseils municipaux qui avaient reçu de notre part une demande par mail ou par écrit. Et on y est allé, donc, nous, privés d'emploi, accompagnés à chaque fois soit d'un technicien de l'intercommunalité qui porte le projet ici, ou soit on va dire, d'un allié du projet. Alors, ça a permis quoi? Je ne vous dirai pas du côté des élus qu'on a rencontrés, de tous les conseillers municipaux, mais peut-être ça leur a permis déjà de voir qu'il y avait des gens qui avaient envie de travailler, parce que ce n'est pas toujours partagé. Hein. On sait que dans un conseil municipal, tout le monde ne pense pas pareil. En revanche, quand on a des personnes qui viennent, que ce soit dans un cadre bénévole ou dans un autre cadre, mais qui montrent par eux-mêmes et par les discussions qu'on a que le chômage, il n'est pas voulu, en fait, il est subi, et que toutes les personnes ont envie de travailler, et que ce projet-là, il est là pour écouter les élus, parce que les élus ont leurs problèmes dans les petites communes qui ont des choses à faire et puis qui ne peuvent pas le faire forcément. Voilà. Pour nous, privés d'emploi, ça nous a permis d'être un petit peu les messagers, on va dire, les militants en quelque sorte, et puis de l'exprimer aussi à notre façon auprès de personnes qui n'étaient pas forcément bien sensibilisées, parce que la plupart du temps, c'était plutôt les maires qui étaient en charge des décisions sur le projet dans l'intercommunalité. Mais derrière un maire, il y a toujours, chez nous, une bonne dizaine de personnes qui sont dans le conseil. Voilà. Jean-Michel, si tu devais retenir un point essentiel pour que cette relation entre maires, conseillers municipaux et privés d'emploi porte les fruits d'un projet porté ensemble. Si tu devais dire une condition majeure que tu repères pour réussir ça, qu'est-ce que tu soulignerais? Je ne sais pas. Là, comme ça… D'accord. Je pense que c'est… je pense que, d'une manière générale, hein, sur le chômage, les gens ont beaucoup d'a priori. Ils parlent peut-être beaucoup de temps à parler des chômeurs, mais peu de temps à les rencontrer et à revoir eux-mêmes leurs dogmes, leurs propres schémas, leurs certitudes, leur bouc émissaire. Enfin, ils ont tous des raisons d'avoir une vision des chômeurs et des chômeuses. Ce que je retiendrai, c'est ça. Merci Jean-Michel. Ouais. Autre apport du groupe de Colombey sur cette… Je me permets juste une toute petite question. Je suis désolé de t'interrompre. Vas-y, Antoine. Je l'ai demandé dans le chat, mais j'ai envie de la poser. Pardon. Jean-Michel, tu avais la parole et juste l'association que vous avez créée, elle s'appelle les Tailleurs de Boulot. Est-ce que tu veux bien expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que je trouvais que le nom était vraiment intéressant. Voilà, sans X à boulot, mais c'est pas grave. Jean-Michel, pourquoi les tailleurs de boulot? Ou Jean-Claude ou Gérard, hein?
On fait une autre visio pour ça ou on l'a fait aujourd'hui? Non, tu as droit qu'à 40 secondes. 40 secondes. Gérard, il peut expliquer ouais. d'ailleurs. Non, je ne sais pas, vas-y. Je fais l'intro, c'est Gérard qui prend le relais. On a été mobilisé, remobilisé, etc. par l'équipe de l'intercommunalité qui au début semait les graines sur le territoire, mais pas que des graines, il y avait un vrai travail de fait. Et on a participé à l'organisation de la grève du chômage en 2015, pour laquelle on a dû trouver et proposer des idées pour montrer qu'on avait envie de travailler. Et dans ces idées-là, comme le lieu, c'était une base de loisirs sur notre territoire, il a été proposé par certaines personnes qui participaient à des tables rondes là, de planter un arbre. Et Gérard était autour de la table ce jour-là. Voilà, donc Gérard, il se débrouille maintenant. Il va vous expliquer. Oui, alors, d'abord, on voulait que la journée du 15 octobre 2016, grève du chômage, ne soit pas qu'une journée, mais qu'il y ait un témoin de cette journée-là qui dure, qui témoigne dans le temps. Donc, l'arbre, il était prévu pour ça. On peut toujours aller voir l'arbre, qui est toujours vivant, et voilà, qui témoigne du 15 octobre. Ensuite, pourquoi un boulot? Le boulot, il y a le nom déjà, mais au-delà du nom, il y a le fait que le boulot est un arbre qui n'est pas très valorisé par le système économique du forestier. C'est un arbre de peu de valeur. D'ailleurs, quand on peut l'éliminer, on l'élimine pour laisser la place à des essences plus nobles, plus valorisables. Donc, ça faisait partie de notre chemin de choisir le boulot. Et puis, c'est de mettre aussi en valeur toutes les qualités dissimulées du boulot. Le boulot, il est une ressource de santé, on va dire, qui est plein de propriétés intéressantes. Et puis voilà, au-delà, il ne paraît rien, mais il est plein de qualités. Voilà, dissimulé. Donc, un peu à l'image des tailleurs de boulot, il faut un peu gratter sous l'écorce pour trouver les richesses du boulot et des tailleurs de boulot. Voilà. Et les tailleurs, peut-être avec l'histoire. Alors, tailleur, juste ce qui va devant boulot, c'est une séance dans laquelle on s'est dit, pour rester en contact avec le projet, après la grève du chômage, on a entendu que constituer une asso, ça nous permettrait d'être légitime, d'avoir une adresse, de pouvoir demander à organiser des choses et de ne pas non plus être 15 ou 20 personnes à venir interpeller les personnes en charge du développement du projet sur le territoire. Donc, on a dit, on va monter une association, on va trouver un nom. Et dans les noms, il y avait Fleur de boulot, Pouce de boulot. Alors, il y en a eu plein, plein. Et puis, à un moment, tailleur, ça convenait à tout le monde parce que c'était un peu du sur-mesure. Voilà. Voilà, merci Jean-Michel. Et dans le chat, on voit les deux orthographes de boulot par Maïté. On voit Elena qui manifestement boit du jus de boulot à son petit déjeuner tous les jours. Et Antoine qui rappelle que sur un territoire désolé, un territoire où il y a eu par exemple des ouragans, des choses comme ça, le boulot il repousse en premier, il apporte de l'eau qui permet aux autres de repousser. On pourrait continuer longtemps. D'autres exemples de Colombais sur… merci Antoine pour la question, Jean-Michel et Gérard pour la réponse. D'autres exemples à Colombais sur les modalités pour créer cette culture de se réunir, entrer en relation, être côte à côte dans le projet. Des animations. Faites-vous des politesses, mais prenez quand même la parole. Oui, on va prendre la parole. Alors, pour la relation, on a dû se battre un petit peu pour que les salariés administrateurs, suite
à l'évolution du statut en SCIC, le conseil d'administration a été ouvert aux administrateurs salariés. Donc, SCIC, ça veut dire coopérative d'intérêt collectif en France. C'est-à-dire qu'il y a des individus et des personnes morales qui peuvent être membres du conseil d'administration, dont bien sûr des salariés. Excuse-moi, Gérard. Voilà. Donc, avoir la parole quand on est salarié, administrateur. Là, c'est plutôt des immersions des administrateurs. Oui. Avoir la parole, c'est co-construire. D'accord. Attends. Alors, faut que je me remette. Que des administrateurs viennent faire des immersions dans la fabrique. Oui, oui, oui. Donc, il a fallu un peu jouer des coudes pour faire évoluer l'esprit du conseil d'administration. Donc, les administrateurs salariés ont demandé à ce que les administrateurs non salariés soient invités à découvrir la réalité quotidienne de l'entreprise. Parce qu'on sentait un décalage important entre les propos qu'ils tenaient autour de la table en conseil d'administration et nous, ce que l'on vivait au quotidien. Donc, il fallait absolument trouver remettre de la cohérence entre les idées qui étaient émises, les solutions éventuellement cherchées et la réalité du terrain, de l'entreprise. Donc, on a réussi quand même, en invitant les administrateurs, à provoquer une immersion des administrateurs dans l'entreprise et avoir un autre état d'esprit qu'on a remarqué assez rapidement, une évolution intéressante pour retrouver la cohérence. Il n'y a pas de raison que les administrateurs salariés soient moins intelligents que les salariés. Donc, ils ont rapidement pris conscience découvert et pris conscience de la réalité et le décalage qu'ils exprimaient. Voilà, c'est l'immersion. Organiser des immersions. Organiser l'immersion et que les gens qui décident soient parfaitement en contact avec les gens qui vivent l'entreprise et les conditions. Merci Gérard. Autre exemple encore, peut-être un troisième de l'équipe. Ouais, on peut présenter aussi l'organisation en fait pour se rencontrer en 2018 au niveau national. Les 10 territoires qui expérimentent se sont réunis à Thiers. Merci Gérard. Oui. Avec une délégation de 20 personnes par territoire. Et donc, cette délégation de 20 personnes était composée de membres du comité local, de membres du conseil d'administration des entreprises à but d'emploi. Mais la consigne, c'était 3/4 des personnes devaient être salariées ou personnes privées d'emploi. Et le fait d'organiser cette rencontre à Thiers, réunissant du coup 200-250 personnes, a permis vraiment d'échanger et de partager les expériences et le démarrage de ce que chaque territoire vivait, de chaque expérimentation. Et on a voulu vraiment organiser cette rencontre avec les personnes privées d'emploi et les salariés. Et on avait évidemment anticipé et travaillé sur les animations et les temps de rencontre pour favoriser l'échange. Comme le dit Gérard, vraiment avoir qu'il n'y ait pas de décideurs et de personnes qui seraient en attente de décision, mais qu'ensemble, on construisait cette expérimentation avec le vécu de chacun. Peut-être en une phrase, Aurélie, je peux rappeler qu'en 2017, c'était 2017, il y a eu des coordinations entre les 10 territoires par les directeurs et directrices, par les chefs de projet comme Aurélie, etc. Et puis les personnes récemment, enfin, puisqu'on démarrait, embauchées en tant qu'anciens privés d'emploi, et eux, ils ont dit « Mais vous êtes sympas de vous réunir entre vous. Et nous, on a le droit de se voir entre territoires, nous, les anciens privés d'emploi ou les salariés des EBE. » Et c'est de là qu'est née l'idée, puis ensuite le projet, avec leur contribution pour établir le programme, le déroulement, les objectifs des salariés, des EBE et des directeurs, chefs de projet, etc., etc.,
Voilà, l'impulsion est venue des anciens privés d'emploi. Peut-être on peut donner la parole à vous, Annie Belge, même si on aurait encore plein d'autres exemples, mais pour ne pas manger trop la demi-heure de la fin, ou des 3 heures de la fin, sur se réunir et être en relation côte à côte dans le projet. Est-ce que vous avez des réactions, des questions complémentaires, des suggestions, des éclairages de choses que vous avez faites, vous, pour être côte à côte avec des privés d'emploi, dans d'autres projets, mais emploi aussi? À vous la parole. Je veux bien. Pierre, oui. Merci, bonjour. Donc, ici, ça fait un bout de temps qu'on observe des choses très intéressantes qui se passent en France. Ici, donc, moi, je travaille donc, pour la commune de Forêt, donc, qui est une commune de Bruxelles. Et on se rend compte de plus en plus qu'il y a un glissement de paradigme qui nous semble vraiment extrêmement intéressant, qui est de ne plus rechercher d'abord les besoins, donc les offres d'emploi, et chercher après ça les gens qui vont pouvoir peut-être remplir ces offres, mais plutôt de partir directement sur la personne, sur le chercheur d'emploi. Et c'est un changement de paradigme qui est vraiment qui commence à s'imposer chez nous. Donc on a mis les territoires zéro chômeur dans notre déclaration de politique générale chez nous, parce qu'on suit ça de façon assez intéressée. On a déjà une première expérience dans ce style-là d'une autre expérience non française qui est l'IOD, donc qui vient de l'Université de Bordeaux, donc l'intervention sur l'offre et la demande. Et le fait de mettre d'abord la personne en recherche d'emploi au centre du processus, et après ça, voir à quoi il correspond, est quelque chose donc, qui nous interpelle. Et Pierre, vous pouvez ajouter peut-être un élément de réussite à vos yeux, oui, puisque vous le pratiquez. Justement, donc, qu'est-ce qui le les rend territoires possible? viennent maintenant, mais on a déjà donc, une cellule IOD qui a été créée chez nous. Donc, c'est-à-dire que les chercheurs d'emploi viennent dans nos missions locales, sont pris en charge donc, selon leurs principes à eux et selon leurs désirs à eux. Et ce n'est plus l'employeur qui choisit les employés dans le recrutement, mais le chercheur d'emploi lui-même qui choisit le poste dans lequel il va travailler selon ses critères à lui. C'est vraiment quelque chose qui vient de France aussi et qui fonctionne bien chez nous. Oui, moi je veux bien. Pierre, oui. Par le passé, j'ai pratiqué cette méthode et je suis, je trouve qu'elle est très très intéressante également. Voilà, je voulais apporter mon mon retour d'expérience et je suis d'accord avec vous. Si je peux ajouter un tout petit commentaire, quand en 2012, déjà 2011, 2012, on était quelques partenaires autour de la table pour imaginer Territoire zéro chômeur longue durée. L'équipe de transfert IOD, l'équipe nationale de Bordeaux, était représentée autour de cette table, parce qu'on avait déjà des liens auparavant. Et si je pouvais souligner une chose que je retiens, comment dire, qu'il faut transférer, même si les modalités changent, dit Pierre, c'est qui a le choix de quoi? La question du choix. Très souvent, sur le marché de l'emploi traditionnel, en quelque sorte, l'employeur a le choix. Alors, il veut 10 CV, donc il va faire 3 entretiens, il va choisir le candidat qui lui paraît bon. Et ce que IOD apporte d'intéressant, même beaucoup plus qu'intéressant, et notamment parce que c'est parti, Pierre dit de l'université, non, c'est parti de la pratique de terrain, et l'université a appuyé à travers Denis Castra et d'autres, mais c'est parti du terrain, c'est parti d'éducateurs de terrain qui bossaient avec des jeunes au début, en 90, et ils ont dit, on va essayer de retourner ce truc. Que ce soit la personne, ça Pierre vient de nous l'expliquer, qui est le choix entre plusieurs entreprises, entre plusieurs postes dans l'entreprise, et parce que l'implication est liée à l'exercice du choix. La réussite est liée à l'exercice du choix.
Donc, c'est un parti pris d'IOD, mais mis en œuvre, hein, c'est-à-dire 5000 recrutements par an à peu près. Oui, Au niveau national. Merci Pierre pour cet éclairage. Voilà. D'autres réactions d'une autre personne? Oui. Je voulais juste rajouter pour, rapproche-toi peut-être, Jean-Claude. Pour les actions de réunion, de se réunir. Voilà. C'est Jean-Claude. Bon, depuis le début, bon, on a parlé de contacter les personnes. Voilà, on rentre dans de la communication. Il a été dit en introduction qu'on associait les personnes dans le projet. Donc, je pense que c'est très intéressant si c'est durablement fait dans le temps. Et donc, pour les histoires de réunir tout ça, au bout de 4 ans et demi d'expérience à l'EBE La Fabrique, en fait, c'est la volonté des personnes qui pilotent ces entreprises. J'emploie volontairement le vocabulaire de piloter au lieu de direction. Mais si on n'a qu'une partie, si on veut associer les gens, si on les contacte de façon très moyenne, et si derrière, on ne continue pas les actions pour lesquelles on avait mis de l'engagement au début, voilà. C'est une action qui doit durer dans le temps. Voilà. C'est une action qui doit durer en continu. Ouais, Jean-Claude, il a raison. On fait du bruit, là. Et je crois qu'on peut ajouter, mais je parle sous ton contrôle, Jean-Claude, et notamment celui de Jean-Michel et Gérard, que sur ce que Jean-Claude vient de nous dire, nous, à Colombais, mais on pourrait dire des autres territoires français, on a nos fiertés et on a nos ambiguïtés, voire nos regrets, voire parfois notre honte de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire qu'associer, ce n'est pas très difficile d'y penser et de le mettre en mots, et le vivre au quotidien dans la durée avec tout le monde, c'est un sacré défi sur lequel on est très souvent pris la main dans le sac pour ne pas le faire réellement. Donc, si on analysait là nos pratiques réelles depuis 4 ans et demi, comme disait Jean-Claude, on pourrait vous donner des tas d'exemples où on est aux antipodes de ça et des tas d'exemples où on est sur la bonne direction. C'est difficile, raison de plus pour l'avoir en tête et en questionnement à tous les instants. Et ceux qui, bien sûr, le portent mieux le questionnement, c'est les salariés, mais les salariés peuvent aussi l'oublier parfois. Parce que les salariés, parfois, ils repensent le système traditionnel du travail où si je suis un bon exécutant et que j'ai mon taf, c'est bon. Et en fait, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça ce à quoi ils rêvent le plus. Mais quand ça chahute un peu puis qu'il y a un peu de houle, des fois, on se raccroche à ce qu'on connaît et donc on perd certaines ambitions. Et donc, ça dépend beaucoup, Jean-Claude l'a dit, aussi de ceux qui ne sont pas salariés au CA ou à la direction, enfin, salariés, mais de la direction, etc. C'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein, comme on dit. Denis, je me permets, si on veut échanger après avec tout le monde, il faut peut-être qu'on… On passe au troisième. Hein. Alors, voilà. comment construire? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se contacter, il ne suffit pas d'être ensemble, mais comment on co-construit? Didier disait au début, vous vous souvenez même, décider ensemble. Quel éclairage là-dessus de Colombais? Jean-Mi? C'est moi. Alors, je reviens. Donc là, on est la co-construction, en fait, c'est… On t'entend très mal, Jean-Michel. Oui, mais il y a… Et si ça marche comme ça, je le fais tout de suite avec ton fils. Dans le bureau de Pierre, une discussion. Ah oui, Pierre, il faut couper ton micro. Merci, Pierre. Jean-Michel, vas-y. Oui, et je rebondis sur ce que disait Denis. L'ambition, en fait, l'ambition du projet et l'ambition d'une entreprise à but d'emploi, il faut que ça reste dans la co-construction, la construction d'une EBE ou de plusieurs EBE avec un projet qui est bien en lien avec le territoire, avec tous les acteurs, avec toutes les personnes. Et l'ambition, c'est de faire de la place à toutes les personnes qui sont privées durablement d'emploi, parce que dans tous les autres dispositifs, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Donc, on sait qu'il y a encore plein de gens sur les territoires
ils ne trouvent pas de place sur le marché de l'emploi et aussi sur le marché de l'emploi du domaine de l'insertion. Et sur Colombais, donc, comme c'était dit juste avant, un des axes pour pratiquer la co-construction ou la continuité de la co-construction, parce qu'on reconstruit tous les jours, c'était d'avoir dans les administrateurs un large panel de toutes les parties prenantes, dont les salariés. Mais comme l'a dit Denis, ce n'est pas parce qu'on a 6 salariés que le CA adopte une posture qui tient compte des peurs qu'ont les salariés d'être dans une entreprise à but d'emploi dans laquelle ils n'ont pas les mêmes repères qu'ailleurs, dans laquelle il n'y a peut-être pas une culture d'entreprise suffisamment bien développée pour que tout le monde s'y sente bien, de permettre aussi d'avoir une entreprise dans laquelle il n'y a pas 20% de fortes têtes qui écrasent tous les autres. Bref, c'est dès le début, c'est, je dirais, avant la construction de l'EBE, qu'il faut être au clair là-dessus. Une entreprise dans laquelle on se repose de trop sur ce qui existe ou sur une personne, par exemple, qui va vous rassurer en prenant la direction, ou 2 personnes qui vont vous rassurer en vous disant moi je sais, ça va aller. Alors un truc qu'on entend, je connais bien le public. Eh ben non, connaître, c'est pas faire avec. Et si on connaît mais qu'on fait pas avec, on se tourne vers des difficultés qu'on a connues sur Colombais, qu'on connaît encore un petit peu. Et si vous pouviez bien retenir ça, entre autres, ça nous ferait plaisir pour vous. Merci Jean-Mi pour cette recommandation inscrite dans le vécu. C'est essentiel, hein, c'est essentiel. Et c'est difficile. Autre écho de Colombais encore sur les conditions ou la difficulté ou les avancées pour co-construire. Oui, moi je veux bien souligner ce que disait Paul en introduction sur la notion de temps. Voilà, co-construire, c'est peut-être prendre plus de temps, mais dans ce projet Territoire Zéro Chômeur, c'est vraiment accepter une temporalité différente. On sait bien que les projets collectifs prennent plus de temps, mais je crois que c'est une notion que, voilà, un point de vigilance un peu, si on peut se permettre ça, et de vous alerter sur le fait de bien prendre le temps pour construire et inventer la 3e voie. Voilà. La 3e ou la 4e, peu importe, je ne sais pas où vous en êtes. Mais voilà, il faut accepter cette temporalité et ne pas tomber dans le travers de l'insécurité qui fait qu'on va se rapatrier vers notre outillage habituel de création de dispositifs. Voilà. Inventons quelque chose ensemble de différent pour résoudre et participer à faire que chacun retrouve un emploi voilà, en fonction de ses aptitudes et de ses capacités et qui a du sens sur son territoire et pour lui. Et Aurélie, si tu y arrives, est-ce que tu peux nous illustrer ce que tu as? Je veux dire, comment à la fois construire en prenant le temps et puis répondre à une certaine impatience, que ça ne mette pas 3 plombes, d'avoir un boulot et d'avoir des démarches où chacun trouve vraiment sa place. Je pense qu'il faut accepter que les choses ne sont pas parfaites peut-être au démarrage, mais de ne pas oublier dans la durée, pour reprendre ce que disait Jean-Claude aussi, qu'on doit progresser et pas se satisfaire de ce qui est présent. Comment est-ce qu'on fait progresser à chaque fois les activités pour mieux faire, la mobilisation pour mieux faire, le lien avec le territoire, avec les acteurs du territoire pour mieux faire, pour que les entreprises à but d'emploi et donc les talents des salariés soient bien valorisés au niveau du territoire pour répondre aux besoins du territoire et travailler sur les représentations de chacun. Voilà, je pense que c'est de se dire ce qui est acquis peut être encore améliorable, modifiable, et surtout que, étant donné que l'entreprise à but d'emploi embauche, il y a de nouveaux salariés
il y a de nouvelles compétences, il y a de nouvelles idées. Il faut toujours être à l'écoute et donc organiser l'entreprise pour qu'elle puisse être à l'écoute et poreuse de ça en permanence. Merci Aurélie. Excusez-moi, me vient une citation que j'ai apprise il y a 2 jours seulement d'un poète japonais dont j'ai déjà oublié le nom, mais que je trouve qu'il illustre un peu cette nécessité du temps. Aurélie, je vous la cite de mémoire. « Là où les hommes ont toujours raison, les fleurs ne fleurissent pas au printemps. » Et quand on arrête de se questionner, le projet est déjà mort. Et le questionnement permanent que vient de nous souligner Aurélie, c'est l'essence dans le moteur si on ne veut pas partir sur des impasses. Autre écho de Colombet encore sur cette manière de co-construire ou les exigences. Il y a Jean-Claude et puis il y aura Gérard après. Ok, Jean-Claude et Gérard, allez-y. Alors, suite à l'intervention d'Aurélie et après l'expérience personnelle, alors je vais raconter un peu l'expérience personnelle. Alors, donc, en lien avec les tailleurs du boulot, les 6 derniers mois avant le vote de la loi et la création de l'EBE étaient pour toutes les personnes à attendre très… Alors, entre être anxiogène et de l'impatience, alors ça, c'est une chose. Après, un pic d'adrénaline. Et ensuite, pour des raisons qu'on sait déjà, enfin qu'on peut évoquer après, une descente vertigineuse. Ce que dit Aurélie de prendre le temps en amont, je pense que c'est essentiel. Surtout qu'aujourd'hui, avec les 10 territoires français, les 11 ou 12 de BE en France, il y a quand même des retours d'expérience avec plusieurs types de management, de formes juridiques, de taille d'activité. Et alors, c'est facile de dire a posteriori, mais j'aurais peut-être préféré être encore un petit peu dans l'angoisse et dans l'attente, peut-être 2 mois de plus, et qu'après, ce pic d'adrénaline soit long et continu, mais régulier, plutôt que ces pics qui ressemblent à rien et qui sont très difficilement supportables. Et donc, je pense que ce qu'Aurélie a signifié, enfin, prendre le temps en amont et de construire peut-être petit à petit. À mon sens, c'est les 2… Et Jean-Claude, sur la participation des salariés au CSE, si après on aborde la partie, effectivement, un peu participation des salariés au CSE, mais voilà, je laisse les gens éventuellement rebondir, enfin, voilà. Mais juste Jean-Claude, en un mot, peut-être avant que Gérard apporte aussi sa réflexion, c'est quoi la chute vertigineuse qu'un peu plus d'attente en amont aurait pu peut-être éviter? C'est tout, enfin… alors, je t'en avais déjà parlé, mais je vais reprendre la même expression. Je veux dire, c'est à un moment, on a eu l'impression qu'on nous avait vendu du rêve. Et que ce qui avait été annoncé n'avait pas du tout été anticipé, travaillé. C'était que des mots pour faire plaisir. Des mots pour aller avec le projet. Mais il n'y avait aucune aucun fondement, aucun élément de ce travail, en fait. Je peux essayer de traduire ça. Bon, c'est clair. Hein. L'organisation n'avait pas été pensée à la hauteur des ambitions du projet. Si je peux, je sais pas, je me permets d'essayer de vous traduire un petit peu comment les gens… Non, mais peut-être que tu vas… Quand on rencontre les personnes qui sont privées d'emploi, en fait, on ne leur demande pas de leur CV, on ne leur demande pas pourquoi ça fait X années qu'ils n'ont pas travaillé, on ne leur demande pas qui justifie un échec, quoi que ce soit. On leur demande de venir, on leur explique le projet et on leur dit que ce n'est pas forcément rapide pour accéder à l'emploi, mais que la condition, c'est
ils puissent, eux, trouver déjà ce qu'ils ont de mieux en eux. Et puis ensuite, on les invite à réfléchir avec nous sur les travaux utiles, qui sont des travaux, des emplois supplémentaires sur le territoire. Donc, si vous voulez, les personnes, au lieu de se retrouver dans une file d'attente à un recrutement ou à Pôle emploi, ils sentent déjà qu'ils ont une autre place. L'écueil qu'on a quand on entre dans une EBE, en fait, on ne vous souhaite pas la vôtre, hein, je reviens un petit peu là-dessus, c'est que on n'a pas eu les moyens, ou on ne s'est pas donné les moyens, ou on n'a pas été assez exigeant avec nos entreprises à but d'emploi au démarrage pour que cette place, on va dire un peu privilégiée, cette autre vision qu'on donne aux personnes d'eux-mêmes dans les entreprises à but d'emploi, elles se retrouvent, je vais prendre un terme très exagéré, un petit peu dans la jungle. C'est-à-dire que je reviens sur la culture d'entreprise. Les salariés, au bout de quelques temps, au début, ils se sentent bien d'avoir un CDI, etc. Puis après, il y a un petit peu le phénomène de compétition, de critique qui revient. Et du coup, ça freine un peu les ardeurs de départ, comme disait Jean-Claude, des dispositions dans lesquelles les gens se sentent, mais ne se retrouvent pas forcément dans la réalité quotidienne. Et pardon, j'ajoute quelques mots aussi. Par exemple, on vend 0 chômeur et 0 sélection. Et puis après, un privé d'emploi, il se retrouve, on lui dit, tu es sur une file d'attente. C'est l'horreur d'être sur une file d'attente. On ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas bien pourquoi non plus. On se demande s'il n'y a pas de la sélection. On se demande pourquoi il n'y a pas plus d'emplois créés tout de suite. Ou alors on vend entreprise participative, où tout le monde va pouvoir apporter non seulement ses idées, ses projets, mais aussi contribuer au fonctionnement. Et puis ensuite, la vraie vie, il y a des choses mal organisées, puis il y a des tensions entre les personnes. Alors il y a ce décalage entre ce qu'on a voulu tous ensemble, et puis à quelle hauteur on est en fait, quoi. Et ça, c'est dur à vivre. Mais Gérard, tu voulais aussi nous apporter une réflexion. Oui, alors la réflexion, c'est l'obstacle que j'ai pu relever personnellement à la bonne marche, au bon développement de l'entreprise. Comment, c'est pas pour reprendre un concours de proverbes, mais quelqu'un a dit que j'ai oublié le nom, c'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est d'avoir retenu. C'est, si vous voulez réunir des humains, donnez-leur une tour à construire. Et si vous voulez les disperser, donnez-leur un trésor à partager. Et dans le VE, on trouve les deux. On trouve la tour à construire et le trésor à partager. Et l'obstacle, c'est que le trésor à partager, c'est que chacun, quelle que soit sa place, du haut en bas, essaye de se valoriser au sein du projet, en oubliant que son voisin, il a besoin aussi de se valoriser, d'être valorisé et de trouver sa place. Donc, c'est l'obstacle, c'est que l'obstacle que chacun doit s'opposer et qui est dans sa nature humaine. C'est que chacun a envie de se valoriser, d'exister. Donc il faut toujours se battre contre soi-même, de façon à laisser de la place à l'autre. Et la partie n'est jamais gagnée d'avance. Voilà, c'est le plus gros, c'est ce que j'ai pu relever. Et du haut en bas. Du haut en bas, tout à fait. Et il se peut qu'en haut, ce soit plus difficile de faire face aux obstacles que pour ceux qui sont en bas. Mais bon, on peut relever quand même qu'en bas, il y a une difficulté à laisser de la place aux voisins. Donc c'est un exercice, mais c'est une culture aussi à développer, à prendre conscience ensemble de cet obstacle-là, et puis de dissiper
les ambitions, on va dire modestement, les ambitions personnelles, et de mettre sa volonté à construire justement la tour qui est le BE, qui est chacun à sa place, chacun amène sa pierre et chacun participe. Merci Gérard. Tu pointes vraiment un fondamental du projet sur une culture d'entreprise, pas un truc qu'on plaque en écrivant une charte. Une culture d'entreprise, c'est toute une culture intérieure qui s'inscrit dans un collectif, tu viens de nous le dire. Et si je peux le dire, un peu aussi dans mon rôle de président, c'est-à-dire dans ceux qui peuvent être vus comme en haut par rapport à ce que dit Gérard. Et on a la culture, je le dis pour moi comme pour d'autres, que quand on est en haut, on doit décider, que c'est ça une des caractéristiques essentielles. Alors qu'évidemment, le plus important, c'est de créer les conditions pour que l'expression de tout le monde rende la décision presque simple et naturelle parce qu'il y a eu débat et échange avec toutes les parties prenantes. Mais cette idée de se dire le plus important, c'est de décider, ça ramène vers une culture où on ne fait pas suffisamment de place à l'autre, qui est à la fois une culture du management, mais aussi une culture de qui je suis par rapport aux autres, quoi, en permanence. Si je le dis de manière un peu brutale, une bonne petite dictature, hein, c'est carrément plus efficace que la démocratie. On décide plus vite, les trucs sont mis en place, c'est clair, quoi. Et sans aller jusqu'à cette opposition dictature, le mot est excessif, bien sûr, démocratie, la véritable démocratie participative est bien plus exigeante et compliquée. Et donc, sans cesse, on a des bonnes raisons de s'arrêter au milieu, quoi. Et Gérard a raison de dire que ça concerne peut-être plus, entre guillemets, ceux d'en haut, qui ne sont pas plus en haut que les autres d'ailleurs, mais que ça concerne en fait tout le monde dans la nature de ce qu'il est. Est-ce qu'on peut en rester là sur cette troisième partie et entamer la dernière demi-heure d'échange, tous azimuts, de toutes les remarques que vous voulez nous faire ou des sujets que vous voulez approfondir à partir de notre sujet du jour, la place des personnes privées d'emploi et des salariés dans la construction de ce projet. Ben, Julien veut prendre la parole, Antoine. Oui, c'est ça. Julien voulait prendre la parole depuis tantôt, donc vas-y Julien. Ouais, bonjour, merci à tous pour vos contributions à la discussion d'abord. Je ne sais plus qui a parlé du CSE, et je pense que ce serait vraiment intéressant, même si Laurence nous a quittés, j'imagine qu'il y a d'autres personnes de la COC ou de la FGTB qui sont autour de la table, d'entendre les travailleurs de l'EBE sur cette question de la place de la représentation syndicale. Le CSE, c'est à peu de choses près l'équivalent du CE belge, pour changer un peu les acronymes, et donc du conseil d'entreprise. Donc voilà, ce serait vraiment chouette de vous entendre sur ça et de voir comment est-ce que tous ces lieux dans lesquels les travailleurs peuvent avoir la parole dans l'EBE, comment est-ce qu'ils s'articulent les uns aux autres. Voilà. Donc, c'est moi, voilà, moi qui vous réponds. Donc, secrétaire du CSE qui s'est mis en place au mois de décembre passé, donc avec beaucoup de retard. Donc, on débute. Donc, il est en place depuis le mois de décembre. Et au jour d'aujourd'hui, alors, est-ce que c'est dû à la composition de l'EBE de Colombey, c'est-à-dire plusieurs équipes qui ne sont pas forcément toujours réunies ou en contact, fait que pour l'instant, enfin, il y a un manque de communication entre l'instance qui a été mise en place et le restant des salariés. Point positif quand même, c'est qu'on a quand même du coup un dialogue
plus régulier et plus construit avec la direction. Et quoi vous dire d'autre? Enfin, voilà, Il y a encore des actes de progrès. Et donc, enfin, on est encore tout jeune débutant. Et voilà, pour l'instant, on trouve sa place, on se met en place, tout se passe bien pour l'instant. Mais voilà, on débute. Quels sont les axes de progrès, Jean-Claude, que tu verrais? Sur quoi? Enfin, Aurélie me parle en même temps là, sur les axes de progrès, mais même si on est tout jeune, je pense que le dialogue avec la situation particulière qui est celle de Colombey par rapport à la direction aujourd'hui, enfin, se passe très bien, le dialogue passe bien, mais il y a encore des actes de communication entre le CSE et les salariés, enfin, des choses comme ça, à améliorer plein, enfin, voilà. Mais enfin, la mise en place se passe bien et il permet quand même un relais entre quand même les salariés et entre guillemets la direction et le CA de la fabrique. Cette question était très prospective pour la Belgique, qui est très tournée vers l'avenir parce qu'on est vraiment loin d'avoir des OBE qui soient créés, donc d'atteindre le fait de devoir se poser la question de quelles vont être les prérogatives, les compétences des syndicats. Nous, on en est plutôt à une phase où on ne sait même pas si la loi va être votée. Or, vous-même, vous avez connu ça aussi, et donc la question, c'était vraiment cette question-là que on voulait travailler autour de cette matinée avec vous. C'est vraiment, comment est-ce que, c'était aussi cette question-là plutôt et pas seulement, c'est comment est-ce que vous avez parlé aux personnes privées d'emploi quand vous entriez en contact avant même le vote de la loi? C'est vraiment quelque chose qui nous paraît important, nous, de commencer à éclaircir et de bénéficier de vos retours sur ça, mais vraiment juste savoir dans quels termes est-ce que vous parliez des territoires zéro chômeur quand vous étiez face à eux, parce que quand vous expliquez que vous avez fait le tour de tous les habitants du territoire, c'est une chose, mais comment est-ce que ça se passait très, très concrètement? Ça, c'est pas moi, enfin... Comment tu as été contacté, toi, par exemple? Disons, là, par rapport au... Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, moi, je ne vois plus d'image depuis le BE. C'est un peu dommage, mais si on n'a pas, ce n'est pas un drame. Alors, c'est pas volontaire. Nous, on se voit encore, bizarrement. Bon. Je ne sais pas, peut-être que Jean-Claude, Jean-Michel ou Gérard, vous pouvez dire comment est-ce que vous avez été contactés au tout début, en 2014-2015, là aussi, où il n'y avait pas de cadre juridique et où la loi n'était pas encore votée, puisqu'elle a été votée en février 2016, et où tout était incertain. Comment est-ce que vous avez été contacté et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer, de se projeter dans quelque chose, dans une idée au démarrage? Gérard, parle peut-être plus fort. C'est une initiative personnelle. On s'est retrouvés pour faire un bilan après le 15 octobre 2016. On a fait un bilan et là, on a pris la décision, ceux qui étaient autour de la table, une partie de ceux qui étaient autour, de se regrouper pour donner un espace de parole aux personnes privées d'emploi, pour qu'on existe sur le territoire, se donner une existence réelle sur le territoire. Mais avant ça, de rencontrer les autres membres des tailleurs de boulot qui ne s'appelaient pas encore tailleurs de boulot. Comment ça s'est passé? On n'a pas été contacté. Bon, alors je dirais. Oui, vas-y. Je sais pas. Oui, vas-y. La communauté de communes, pour info, la communauté de communes a embauché pour le début de l'année 2015 donc, une personne qui a été chargée de mission pour le développement du projet et surtout mobiliser et recenser toutes les personnes qui allaient être des acteurs du projet, c'est-à-dire les personnes privées d'emploi,
les artisans, les structures de l'insertion classique, les partenaires. Tout ce monde-là a été rencontré, entendu. Et pour les personnes privées d'emploi, il y a eu un courrier d'envoyé, donc un courrier papier, courrier d'envoyé à toutes les personnes donc, par le biais des prescripteurs, c'est-à-dire que ce soit Pôle emploi, le département pour les bénéficiaires du revenu de solidarité ont été aussi destinataires de ce courrier-là, et puis des personnes aussi identifiées par, renseignées par les partenaires, on va dire, classiques de l'insertion, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément classés, identifiés dans un dispositif ou dans une difficulté particulière. Voilà, il y a eu un courrier d'information d'envoyer pour venir participer à une réunion d'information dont je parlais tout à l'heure, dans lesquelles on a un temps de présentation collective, ensuite on a un temps de travail sur les travaux utiles et un entretien individuel sur lequel on fait avec quelqu'un, au jour d'aujourd'hui c'est quelqu'un de l'équipe projet, un bilan de ce qu'on aimerait faire. Voilà. Et comment ça vous a été présenté la démarche, étant donné qu'il n'y avait pas de loi? Et ensuite, donc, on nous a dit que c'était un projet de loi, qu'il n'y avait rien d'écrit, que la communauté de communes commençait déjà le travail alors qu'il n'y avait pas de loi. On a senti que tout le monde était rassemblé dans ce projet-là et on nous a demandé de participer à médiatiser à travers la grève du chômage en 2015 pour qu'il y ait une forte mobilisation lors de la présentation de la loi à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a été invité. Alors, peut-être pour d'autres personnes comme Gérard, moi, je n'avais pas souvenir que tu n'avais pas reçu de courrier, toi. Si, bon, il avait reçu un courrier aussi. Moi, j'ai gardé la lettre. Voilà comment ça s'est passé, en fait. Mais en fait, à partir du moment où on nous a fait une place, on s'est rendu actif pour le projet, tout simplement. Parce que ce soit pour soi, pour le territoire, pour la cause, voilà, c'est quelque chose quand même de beau de penser qu'un jour, il pourrait ne plus y avoir de chômage sur notre territoire, que tout le monde pourrait avoir un emploi, que ce soit pour les gens comme pour le territoire en lui-même. Voilà, chacun y a trouvé sa place. Et pareil, au niveau des votes à l'Assemblée nationale, on a entendu pas tout et n'importe quoi, mais tout et tout. Pour essayer de donner aussi… Jean-Michel, je ne te coupe pas la parole là. Non. Pour donner quelques éléments aussi à la question de Julien, et si je prends dans l'ordre un peu factuellement à Colombey, si je ferai un tout petit aparté et en dehors de Colombey. Dans un premier temps, il y a les élus de la communauté de communes qui se sont réunis en se demandant est-ce qu'on fait le pas d'après? Ils ont dit oui. Dans un deuxième temps, pendant quelques semaines, même quelques mois, il y a un petit groupe un peu classique, interinstitutionnel, Pôle emploi, la maison de l'emploi, le conseil départemental, la communauté de communes, pour cogiter un peu. Et puis, un acte déterminant à ce moment-là, ça a été de décider par la communauté de communes, qui était le porteur institutionnel, d'embaucher une chargée de mission dont Jean-Michel vient de nous parler, qui s'appelait Marie-Pascale. Donc cet acte-là, il est très important. Et la mission confiée à Marie-Pascale, la première mission, c'était tisse du réseau, en particulier avec les privés d'emploi, crée des liens. Et après, le savoir-faire de Marie-Pascale, qui était très précieux, c'était plutôt de permettre que des privés d'emploi prennent de la place plutôt que de leur donner de la place. Qu'ils prennent la parole ou la pensée plutôt que je te donne la parole. C'est sans doute la manière de faire de Marie-Pascale a sans doute favorisé la possibilité pour les privés d'emploi de créer les tailleurs de boulot. Ils en avaient la capacité tout seuls, mais Marie-Pascale a su créer l'espace pour qu'ils puissent le faire. Voilà un peu les conditions pour démarrer. Dans les territoires qu'on voit aujourd'hui,
qui voient un peu mieux ce que c'est que de devenir territoire zéro chômeur parce qu'il y a la première loi depuis 5 ans, etc. Le gros enjeu, c'est que le plus tôt possible, peut-être encore plus vite que nous à l'époque, il y ait des privés d'emploi autour de la table. La tendance spontanée, naturelle, c'est parfois oui et parfois non. Il faut pousser à ça pour que le projet soit vraiment une construction, c'est-à-dire un projet territorial, et pas une application, c'est-à-dire pas un dispositif qu'on applique. Si on fait un dispositif qu'on applique, on va perdre le questionnement et la dynamique. Il faut que ça reste un projet territorial qui s'invente un peu différemment, ce que Aurélie appelle quelquefois les expérimentations plutôt que l'expérimentation. Il y a bien une seule expérimentation au sens politique, mais elle se vit de manière différente sur plein de territoires, parce que les territoires n'ont pas le même contexte et qu'il ne faut pas voir qu'une seule tête. Il faut inventer localement et donc avec les privés d'emploi le plus en amont possible. Le comment, on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de manières de faire, il faut encore en inventer d'autres. Ok, on va peut-être passer à la suite des questions. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Je vois aussi que Tatiana Villalgrosa de la FEBIS a levé la main. Tatiana, toi, tu viens d'arriver, donc je ne sais pas ce que tu as entendu de l'échange de l'heure précédente. Est-ce que tu as une question précise sur la mobilisation des personnes privées durablement d'emploi? Oui, désolée pour le retard, j'avais pas pu me libérer avant. Alors, je ne sais pas si ça a été répondu effectivement, mais moi, une des questions que je pose, donc, c'est que donc, je suis de la Fédération bruxelloise de l'insertion socio-professionnelle et de l'économie sociale mandatée insertion. Donc, grosso modo, c'est donner un emploi formatif pour les personnes durablement privées d'emploi. Mais en général, pour le moment, c'est de la transition, c'est-à-dire que c'est des emplois qui durent pendant 2 ans et puis les personnes sont censées passer au marché classique. Voilà, pour l'explication. Alors, moi, la question que j'ai, c'est comment est-ce que vous gérez la tension entre, d'une part, ce que les personnes durablement privées d'emploi ont envie, ou ce qu'on veut dire comme projet professionnel, et d'autre part, les besoins du territoire. Parce qu'il arrive que ça puisse ne pas se rencontrer. Et comment est-ce que cette tension est gérée? Voilà. Aurélie, tu peux peut-être nous dire un peu là-dessus comment on fait, comment on pourrait faire mieux, les questions que ça pose, les idéaux qu'on ne met pas en œuvre de manière idéale, parce que c'est peut-être un petit peu illusoire à certains moments. Je pense que c'est être attentif à ce qu'on disait aussi en avant-propos, c'est comment est-ce qu'on en parle et comment est-ce qu'on en parle avec, en mettant aussi de ne pas vendre du rêve, comme disait Jean-Claude, mais aussi aujourd'hui on a appris sur qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui n'était pas possible également, quoi. Donc on rencontre les personnes avec en leur demandant bien leurs propositions, en les mettant en situation de proposant, volontaire, en les accompagnant un peu un processus aussi de dévoilement de compétences et d'aptitudes, parce que parfois on a des personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles savent faire, donc on les accompagne en mettant en avant leurs compétences ou aptitudes professionnelles ou extra-professionnelles également. Et puis, on leur explique bien que dans l'entreprise à but d'emploi, on doit créer des emplois supplémentaires. Ça veut dire qu'on doit répondre à des besoins qui n'existent pas et ne pas faire de concurrence aux activités et aux secteurs existants. Pour prendre l'exemple d'une personne qui voudrait être maçon, on ne fera pas de maçonnerie à proprement dit chez les particuliers puisqu'on a des entreprises de maçonnerie sur le territoire. Par contre, c'est comment est-ce qu'on peut voir dans quelle mesure son projet professionnel peut être directement lié aux besoins des entreprises du territoire. Voilà, je pense qu'il y a un mix, en effet, de compétences, aptitudes des personnes privées d'emploi, des talents,
de ce qu'on peut inventer sur le territoire et également des besoins et des travaux non satisfaits. On peut partir sur… c'est une palette en fait, hein. Il y a des besoins du territoire qui sont identifiés, comment des talents peuvent y répondre. Il y a des talents où on peut travailler sur du sur-mesure parce qu'on est vraiment sur une activité nouvelle, une création d'activités nouvelles qui peut prendre forme dans le BE ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment regarder toutes les possibilités qui s'offrent sur le territoire avec la personne et bien permettre à la personne de choisir, parce que ça peut être une création d'entreprise à moyen terme et l'accompagner là-dessus, mais en passant par un CDI à temps choisi dans le BE. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont salariées de la fabrique et qui en même temps travaillent sur la création de leur propre activité et on les accompagne sur cette finalité-là. Ça peut être des personnes qui sont salariées de la fabrique, mais qui ont un projet professionnel autre, et on va les accompagner sur un plan de développement de compétences pour favoriser leur parcours en dehors potentiellement de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a par exemple 2 personnes qui sont en suspension de contrat dans l'entreprise à but d'emploi et qui ont pris un autre emploi dans d'autres entreprises. Et la fabrique peut suspendre son contrat de travail pour favoriser justement ce parcours et que la personne puisse essayer un autre contrat ailleurs avec ce filet de sécurité qui est le CDI au sein de la fabrique en attendant de sécuriser et de se rassurer dans son nouvel emploi. Voilà, c'est bien… l'entreprise à but d'emploi doit vraiment être poreuse par rapport au tissu économique du territoire et permettre ce lien j'allais dire au bénéfice, mais ce n'est pas un très joli mot, du parcours de la personne et de sa trajectoire à elle. Voilà. Le territoire est au service de la personne. Et merci Aurélie. Je vois qu'il nous reste encore une dizaine de minutes et il y a encore du coup le temps pour quelques questions. Il y avait une question dans le chat que je trouvais intéressante. Je me permets quand même une toute petite réponse aussi à Tatiana en complément d'Aurélie, un peu historique déjà. On est parti de l'idée un peu caricaturale, partons uniquement des envies des privés d'emploi. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une double approche. Croisons besoins du territoire et envie et savoir-faire des privés d'emploi. Et si je devais dire 3 choses qu'on a retenues depuis 4-5 ans là-dessus, une première, c'est que les personnes privées d'emploi, donc les salariés maintenant, qui deviennent salariés, en fait, ils sont vachement souples. La plupart disent aujourd'hui « j'aime mon travail ». Ils ne sont pas casse-pieds là-dessus, évidemment. Si celui qui dit « j'aime bien travailler dehors », on ne le fout pas dehors, ça ne va pas aller. Mais dehors, il veut bien différents types d'activités. Donc, cette souplesse, elle est réelle. Un deuxième enseignement, c'est que, quelle que soit la manière dont on crée l'activité, c'est à partir du besoin, à partir des envies et des savoir-faire, il faut du professionnalisme pour l'exercer. On en a parfois manqué. Ce n'est pas forcément le manque de professionnalisme des personnes, c'est le manque de professionnalisme pour bien s'organiser, pour que les savoir-faire individuels donnent une qualité de service à des vrais clients. Et donc là, on a des marges de progrès. Et puis le troisième point, qui est une contrainte à prendre en compte, qui est délicate, c'est la question de l'argent. On est un projet qui veut expérimenter que tout le monde peut travailler et qu'on peut s'organiser. Comme on fait pour l'école. Tout enfant peut aller à l'école, même s'il a 9 ans et qu'il ne sait pas lire, et qui ne parle pas encore le français, ou qui parle français parfaitement, il a sa place à l'école. C'est possible. Il peut, sans exclusive. Vivre ça au niveau de l'emploi, c'est ça qu'on vise. Mais à partir du moment où on se demande à certains moments, est-ce qu'avec telle activité, on rapporte tant de milliers de chiffres d'affaires par an et par personne? Et telle autre activité, combien? Et telle autre activité, combien? Et si, je dis bien si on traduit ça par le fait qu'il vaut mieux faire des activités un peu plus juteuses qu'un peu moins juteuses, plutôt que des activités un peu plus intégratives pour tout le monde que moins intégratives pour tout le monde,
alors là, il y a une dérive qui s'installe et on quitte l'objectif de zéro chômeur. Et ça, il faut y veiller parce qu'évidemment, l'équilibre financier compte, mais non pas comme une boîte classique, plutôt comme l'école primaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'objectif en tête et que les ressources financières rendent l'objectif atteignable. Alors, on pourrait le développer beaucoup, mais ce n'est pas le lieu. Je te repasse la parole, Antoine, pour nous orienter vers quelles questions prendre. Et pardon, la première salariée, excuse-moi, est financée par la communauté de communes avec des financements de fondation, par exemple. Antoine, et du coup, oui, c'est ça, parce que cette question était intéressante. Je sais que chez vous, Aurélie et Charline, elles sont salariées, mais au sein de l'équipe du CLE. Et du coup, c'est une question qu'on se pose en Belgique. On sait que l'animation du comité local pour l'emploi, ça demande du temps et des moyens. Et clairement, on peut se demander qui va contribuer ou c'est quoi le cadre, par exemple, pour engager des personnes. Donc, si peut-être Aurélie, Charline, vous pouvez dire un mot sur votre contrat de travail, par exemple, votre employeur. Oui, pardon, j'en dis un mot pour commencer. Je laisse la parole à Charline et Aurélie. Politiquement, on voulait que dans la deuxième loi, celle qui a été votée au mois de mai, là, qu'il y ait financement public des salariés du comité local pour l'emploi. Tu sais, moi, je perds jamais le question. National. Nous n'y sommes pas parvenus. Donc, pour l'instant, on est encore sur un schéma, mais ça ne veut pas dire qu'il est satisfaisant, où c'est la communauté de communes qui finance. Ce qui est faisable tant qu'on est expérimental, parce qu'on trouve des financements pour aider à ce financement-là. La communauté de communes trouve des fondations, etc. Évidemment, si on étend le truc, il y a un moment, ça ne va pas suffire. Aurélie et Charline, à vous. Oui, en effet, il y a mais c'est vraiment une volonté du coup du territoire quand il se porte, quand il est habilité. Faut penser l'ingénierie de projet. On a été un petit peu déçus dans la seconde loi que ce cofinancement de l'ingénierie de projet ne soit pas pris en compte. On espère que dans les 5 ans, suite aux 5 ans qui viennent, on puisse apporter de nouveau les arguments pour qu'il y ait une prise en compte, puisque c'est une fragilité aujourd'hui de l'expérimentation de pouvoir financer une équipe technique auprès du comité local pour l'emploi pour répondre aux missions d'exhaustivité, c'est-à-dire de mettre en place un plan d'action pour s'assurer qu'on rencontre toutes les personnes privées d'emploi du territoire et qu'on ait bien ce processus de aller vers et pas d'attendre que les gens viennent à l'entreprise, puisque là, on ne toucherait pas tout le monde, évidemment. La deuxième mission est de veiller à la bonne intégration des activités et à la co-construction des activités avec les privés d'emploi et de s'assurer qu'elles s'intègrent dans le tissu économique, associatif et bénévole du territoire. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi supplémentaire et qu'on ne détruit pas de l'emploi local, voire des solidarités locales aussi. Voilà. Et puis, il y a une mission on a un peu perdu Aurélie, on t'entend. Aurélie, on te perd. Ah, ça a frisé. Désolé, ça va peut-être se reconnecter. Ouais. Antoine, d'autres points, on peut prendre juste quelques minutes en plus ou on ne peut pas, je ne sais pas, c'est toi qui dis. Mais je ne sais pas, je suppose qu'il y a du monde qui, à mon avis, a autre chose à 11h, donc j'hésite entre peut-être laisser la place pour une dernière question et puis après donner la parole à Paul pour le court mot de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont former peut-être les prochains comités locaux pour l'emploi en Belgique. Il y a des personnes de la province du Luxembourg, de Charleroi, de Tournai, de Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment… je trouve ça très positif qu'on ait dans les participants beaucoup de gens qui sont dans le plus que concret sur les territoires zéro chômeur de longue durée en Belgique. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question aux intervenants français? Allez les voir. On est déjà allé en Belgique. Tu peux la poser à haute voix, Pierre, si tu veux. La taille du territoire? Voilà.
je ne sais pas ce que vous avez dit. C'est dur à dire. En France, on est parti sur 5 à 10 000 habitants dans la première loi privée d'emploi de longue durée. Ce qu'on peut dire, la taille, c'est compliqué en milieu urbain, parce que ça fait très arbitraire de dire ces 5000 habitants-là, alors qu'on est dans une ville de 150 000 habitants ou d'1 million d'habitants. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le but, c'est d'expérimenter que zéro chômeur soit possible sur tout territoire. Ce n'est pas d'expérimenter sur quel territoire c'est possible. C'est-à-dire, quel que soit le territoire, il faut trouver les conditions. Et donc, on ne cherche pas les territoires où c'est plus facile. On cherche à ce que tous les territoires expérimentent, tout type de territoire, pour identifier à quelles conditions ça l'est selon le territoire. Alors, la question de la taille, vue comme ça, elle n'est pas bonne. Mais en même temps, elle est bonne parce que c'est la question de comment mettre le pied à l'étrier pour que ça fonctionne bien. Et peut-être quand même une chose qu'on retire, c'est que small is beautiful. C'est-à-dire, quand on est dans un gros truc institutionnel, on oublie la valeur de chaque personne une par une. Quand on est dans un truc plus petit, on peut penser à chaque personne une par une. Ça veut dire qu'un territoire plus petit, on va moins oublier les gens. On va plus aller vers chacun. Dans une EBE qui fait 50 salariés, chacun va connaître chacun par son prénom. Si on faisait des EBE avec 200 salariés, je pense qu'on irait à l'échec. Donc il vaut mieux 4 EBE de 50 salariés qu'une de 200. Il vaut mieux plusieurs petits territoires, chacune avec un comité de pilotage ou quelque chose, pas trop gros, et puis ensuite une jonction entre eux pour faire une stratégie sur un territoire plus grand. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ce que je dis n'est pas que de moi, c'est les grandes évaluations nationales françaises. Voilà, je dis un peu ce qui ressort des tendances. Ça reste une question en débat. Ok, bah, un tout grand merci, Denis, Charline, Aurélie, Jean-Michel, Gérard et Jean-Claude. Il est l'heure, je vais passer la parole à Paul. Peut-être vu qu'il a dit quelques mots pour introduire, il peut dire quelques mots pour qu'on dise au revoir. Voilà, Paul, tu as la parole. Ouais, merci. Maintenant, pour faire le lien avec ce que j'ai dit en introduction, moi, je voudrais vous dire que j'ai passé du temps utile et passionnant ce matin. Voilà, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Je vous remercie infiniment de votre participation à ce moment où on a entendu sonner les cloches de Colombey. C'est quand même magnifique, ce moment traversé par ces types. Voilà. Et qui est un moment où on a entendu quand même beaucoup de mots qui disaient la reliance, le passage. Moi, j'ai entendu le porte-à-porte, le bouche à oreille, la co-construction, l'interaction, la porosité. J'ai entendu aller vers. Donc ça, je pense que vous avez bien fait passer cette volonté. Et puis aussi, là, pour ma gouverne personnelle, la tour à construire et le trésor à partager de Gérard, je me le garde parce que je trouve que c'est très bien. Ainsi que ce que Denis, qui a été très brillant dans cette matinée, encore à lui, merci à lui. C'est quoi le japonais? C'est quand les hommes savent, les fleurs ne poussent plus. C'est ça, le premier vers, c'est bien celui-là où tu vas... C'est quand les hommes ont toujours raison. Voilà. Ou là où les hommes ont toujours raison, les fleurs ne fleurissent pas. Magnifique. Voilà. Sur cette bonne parole, je vous remercie tous. Je nous remercie tous de cette attention de 2 heures et de cette participation renouvelée. C'était une très belle séance. Merci encore à toutes et à tous. Antoine, tu fais un petit coucou à tout le monde et tu vérifies que si les informations ne sont pas passées sur l'enregistrement, il faut les faire repasser. Merci. Faites un bus et venez nous voir. On a l'habitude, même avec les Belges, alors vous pouvez le faire aussi. Faites sonner les cloches à notre arrivée. Ça va, écoutez, comme j'ai mis mon adresse mail et le lien de la chaîne YouTube de Télécarmont. Si tout va bien, cet après-midi, j'aurais pu mettre l'enregistrement en ligne. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. C'était très intéressant et vivement qu'on puisse s'y mettre plus à fond en Belgique. Bonne journée et bon travail aux gens de la fabrique et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.